Bonjour tout le monde et bienvenue pour cette deuxième partie de la journée en hommage à Jacques Cosnier. Je me présente, je m'appelle Morgane Daumanchin, je suis chercheuse en sciences de l'éducation, fraîchement arrivée depuis la Norvège. Et donc voilà, je suis très heureuse de vous accueillir avec ma collègue Chris Lund, si tu veux te présenter. Donc voilà, bonjour à toutes et à tous. Aussi, Christine Lund, ingénieure de recherche au CNRS, fraîchement arrivée de Chaponneau ce matin. Donc voilà, aussi très heureuse d'être là avec ma collègue Morgane. Je te repasse. Ok, donc avant de nous plonger donc, dans ces 4 présentations pour cet après-midi, on va juste vous éclairer un petit peu sur la thématique de cette session. Donc pour faire très court, on a choisi 2 mots-clés qui sont le nomadisme conceptuel pour cette session et aussi la créativité, il me semble. C'était la créativité conceptuelle et le nomadisme scientifique. Donc, pourquoi ces 2 thèmes-là? Donc, voici une petite explication. Donc, Jacques a eu un parcours professionnel pour le moins atypique, comme vous l'avez pu le constater en début de cette journée. Donc, docteur en médecine et en sciences, il a baigné dans différents modes et mondes intellectuels, alliant les neurosciences, la psychologie expérimentale et la pratique clinique. Et de par ces multiples échanges entre disciplines qu'on va voir aujourd'hui, Jacques a toujours montré une grande curiosité pour le monde du vivant et une ouverture d'esprit fascinante. Et donc tout ça qui sont aujourd'hui nécessaires pour répondre à la complexité du monde qui nous entoure. Alors, cherchant à combler les fossés entre divers domaines, la créativité conceptuelle de Jacques se manifeste dans sa capacité à établir des ponts entre différentes disciplines, à générer des idées nouvelles et innovantes, et en adoptant des approches inter- et transdisciplinaires. Sa vision interdisciplinaire et son application du nomadisme conceptuel ont influencé et continuent d'influencer les recherches à ICAR, comme le groupe de recherche MPEC, dont on a entendu parler pas mal ce matin, et avant cela aussi le GRIC 5, on l'appelait Interaction et Cognition, et les pratiques de chercheurs dans de nombreux domaines. Donc, dans cette session, on a décidé de découper les interventions en 2 parties. Les 2 premières présentations vont donc de Samira qui nous a envoyé une vidéo et suivie de Chris et Lune et Claire Polo, donc, qui illustre comment le nomadisme scientifique conduit à la créativité conceptuelle, en prenant pour exemple l'interactionnisme, ciblant les émotions et l'ethnographie visuelle. Voilà. Tandis que les 2 présentations d'après, illustrent davantage les effets du nomadisme scientifique en transposant un concept de Jacques sur un contexte contemporain d'aujourd'hui. Voilà. Donc, à présent, on va débuter avec Samira Ibn El-Kaïd. Donc, si tu peux... oui, parce que c'est parti. Ouais. Donc, qui était anciennement doctorante ici à ICAR et qui est aujourd'hui en Australie, qui assiste à une conférence en pragmatique. Et donc, il faut savoir qu'est-ce que ça devient, comment faire une éthologie compréhensible des interactions par écran. Voilà la question que Goffman n'a pas pu faire, n'a pas pu l'aborder, parce qu'il est mort en 82, juste au moment où ça allait se développer. Mais il le sentait, il a fait allusion à la télévision dans certains de ses derniers articles, mais la télévision, bon, ça va très loin dans ce domaine de l'interaction. Et donc, voilà, c'est vous qui allez le faire. J'aimerais vous parler d'une histoire de créativité, de transmission et de passion, celle de l'éthologie réflexive visuelle,
à la phénoménologie critique de l'interaction. D'abord, quelques mots sur l'éthologie. Comme l'explique Jacques, la perspective du comportementalisme éthologique est au moins au départ très différente du behaviorisme de l'époque. Le sujet est étudié dans son milieu naturel, habituel. On ne se demande pas comment les sujets se comportent dans des dispositifs expérimentaux, mais comment il et elle se comportent spontanément dans leur écologie familière. C'est l'observation qui va être fondamentale, comme l'explique Jacques. C'est en fait une démarche de terrain. Jacques dira plus précisément, il faut certainement être un peu voyeuriste pour être passionné par l'observation de personnes ordinaires dans des activités quotidiennes banales. Comme il explique aussi, une difficulté propre à l'éthologie humaine, c'est le fait d'appartenir soi-même à l'espèce que l'on étudie. Ainsi, il pose la question comment l'observateur ou l'observatrice peut-il ou elle gérer sa subjectivité et ses projections empathiques difficilement évitables. Il y répond qu'un premier pas essentiel est d'admettre que ce problème existe. Se faire une représentation de ce qui se passe en autrui, autrement dit interpréter sa conduite et inférer sur ses pensées, implique qu'autrui a lui-même ou elle-même une activité de pensée qu'il ou elle peut théoriser cette activité. Le mieux, quand c'est possible, dans ce cas, c'est d'utiliser cela en lui demandant ce qu'il ou elle en pense. L'observation est ici participante du fait de la participation du sujet lui-même ou elle-même à la recherche. Ce qui nous amène à la notion d'intersubjectivité, centrale à toutes les relations humaines. Comme l'explique Brunel et Cosnier, selon les phénoménologues, sans l'existence d'autrui, la conscience de soi serait impossible. Ce que la nécessaire obligation de l'intersubjectivité postule, c'est que le je fait partie du nous, mais aussi que le nous fait partie du je. Et la relation entre empathie et intersubjectivité est particulièrement étroite, puisque l'empathie constitue en fait le processus ou la méthode privilégiée pour établir ou maintenir un contact avec autrui, d'où résulte alors un état de communauté de représentation à la fois cognitive et émotionnelle qui constitue donc l'intersubjectivité. Alors, qu'est-ce que l'empathie dans ce cas ? Bien, ça vient du terme Einfühlung qui signifie littéralement ressentir dans. Et cela fait référence à un acte de projection de soi dans un autre corps ou environnement, c'est-à-dire, selon les termes de Vischer, à l'origine de la notion d'Einfühlung, un déplacement corporel imaginaire de soi dans un autre corps ou dans un autre environnement qui vise à comprendre ce que l'on ressent lorsqu'on est dans cet autre corps ou dans cet autre environnement. Il existe alors ce que Brunel et Cosnier nomment le postulat empathique, c'est-à-dire que nous pouvons comprendre autrui parce que nous partageons avec cette autre personne notre propre compétence à percevoir le monde et à comprendre le sens des actes, des sentiments et des relations sociales. Cette aptitude à attribuer à autrui une compétence cognitive et affective, ou postulat empathique donc, commence à se développer au cours déjà de la 2e année de vie d'un être humain. Mais nous pouvons également nous retrouver dans des situations de dysempathie. Parce que bien que le processus empathique soit inhérent à la quotidienneté des rapports sociaux, son fonctionnement n'est pas forcément heureux. Et les cas de dysempathie sont variés. On peut citer le malentendu, la méprise, la gaffe, les discordances dites interculturelles ou caractérielles, mais aussi les ratés volontaires, comme le stand-by empathique, le mensonge, la manipulation, et enfin les déficits sensoriels, neurologiques, psychologiques. En clair, comme l'explique Jacques, la vie sociale n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Dans les cas d'inhibition de l'empathie, on se rend compte, d'après plusieurs études, que les humains sont effectivement capables d'inhiber les états internes et les réponses émotionnelles qui reflètent ceux d'autrui. Plusieurs caractéristiques contextuelles telles que la distance sociale, la confiance, l'appartenance à un groupe et l'attention peuvent moduler les réponses empathiques d'un individu. Cela est de plus en plus notable
à l'ère numérique, à l'ère de la polarisation politique, sociale, etc., où comprendre ou partager des connaissances avec une autre personne est possible de deux manières, soit par la compréhension par l'observation, soit la compréhension par la communication. Mais on peut choisir de n'adopter aucune de ces deux approches, ce qui peut engendrer des malentendus, de l'incompréhension, de l'isolement, des discours de haine, comme on les retrouve de plus en plus sur les réseaux sociaux. Ces inhibitions d'empathie sont aussi un mode privilégié de ce que je nomme la microcolonialité. En fait, l'inhibition de l'empathie constitue un mode privilégié et central dans la production et la reproduction de la violence coloniale, physique et symbolique. Le concept d'être au monde colonial offre un cadre critique pour comprendre les complexités et les défis de l'existence au sein de la matrice coloniale dans laquelle nous évoluons toujours. S'inspirant donc de la notion bien sûr heideggerienne d'être au monde, qui met l'accent sur l'interconnexion fondamentale entre les individus et leur environnement, l'être au monde colonial élargit cette idée afin de rendre compte donc de l'influence omniprésente des structures coloniales et néocoloniales qui continuent aujourd'hui de façonner nos réalités sociales, politiques, culturelles et économiques. En effet, l'héritage colonial n'est pas simplement un phénomène historique, c'est une condition persistante qui médiatise et restreint nos possibilités d'existence. On parle alors de colonialité. Ce concept décrit l'héritage omniprésent et persistant du colonialisme dans les structures contemporaines de pouvoir, de savoir et d'identité, comme développé par Quijano dans les années 2000. La colonialité se distingue du colonialisme en ce qu'elle transcende la domination coloniale formelle et elle opère dans les domaines culturels, économiques, politiques pour marginaliser les épistémologies non occidentales et renforcer la domination blanche eurocentrée. Ce concept appelle donc à repenser la modernité et à œuvrer à la décolonisation des savoirs et des systèmes. Je distingue alors une macro-colonialité qui correspond aux structures historiques et contemporaines mondiales de pouvoir et d'exploitation, la mésocolonialité avec les oppressions systémiques propres à une société donnée, et la microcolonialité, c'est-à-dire la production et la reproduction des dynamiques de pouvoir dans nos interactions quotidiennes. Dès lors, étudier les manières dont les dynamiques coloniales et néocoloniales sont non seulement profondément ancrées dans les systèmes structurels, mais également manifestes dans nos interactions quotidiennes, où elles sont produites, reproduites, vécues et contestées, consiste donc à analyser la microcolonialité dans l'interaction. Je distingue 3 dimensions clés de la microcolonialité interactionnelle. D'abord, l'énaction, en ce que la microcolonialité se manifeste à travers des comportements verbaux et corporels quotidiens qui reflètent et renforcent les hiérarchies coloniales, par exemple en privilégiant le savoir blanc eurocentré ou en rejetant les identités non normatives comme étant autres lors de conversations banales. Ensuite, l'expérience, puisque la microcolonialité interactionnelle est vécue par le biais d'exclusions subtiles, de stéréotypes, d'effacement, et elle entraîne souvent un sentiment d'aliénation, de disqualification, d'infériorisation ou d'invisibilisation chez les personnes marginalisées. Mais aussi la dimension de la résistance, puisque les actes de résistance à la microcolonialité sont nombreux dans les interactions sociales et peuvent inclure la réappropriation des identités marginalisées, la remise en question des stéréotypes dans les interactions situées, ou encore la création d'espaces ouverts à des épistémologies, normes et expériences alternatives. Donc, quelle méthodologie utiliser pour étudier la microcolonialité des interactions ? Bien, mon cadre d'analyse est celui que je nomme la phénoménologie critique de l'interaction. Il s'agit d'un cadre d'analyse interdisciplinaire qui inclut l'ethnographie visuelle ou sensorielle décoloniale, qui consiste à recueillir des données audiovisuelles et repose sur une relation horizontale, réflexive, éthique et de confiance entre chercheurs et participantes, contrairement à l'ethnographie traditionnelle non engagée, qui est d'ailleurs historiquement fondée sur des pratiques coloniales de relations de pouvoir et d'essentialisme culturel.
J'inclus dans ce cadre l'analyse multimodale des interactions, qui vise à examiner les interactions verbales et corporelles ainsi que l'usage d'artefacts et de technologies afin de mettre en lumière les pratiques routinières, les problèmes communs et les ressources spécifiques mobilisées pour les résoudre. Et enfin, phénoménologie critique. Celle-ci ne cherche pas seulement à décrire nos expériences vécues du monde, mais s'efforce aussi de révéler, d'analyser de manière critique et de combattre les dynamiques d'oppression qui façonnent nos perceptions des autres, de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. En clair, la phénoménologie critique de l'interaction constitue une approche théorique novatrice qui vise à appréhender et déconstruire les dynamiques de pouvoir colonial qui traversent au quotidien nos interactions sociales. La PCI s'appuie de manière rigoureuse sur des données empiriques issues des expériences vécues par les individus dans leur réalité quotidienne. Donc la PCI est ancrée dans une perspective à la fois contextuelle et relationnelle, et elle cherche à mettre en lumière l'imbrication des trajectoires individuelles avec les dimensions socioculturelles et historiques qui les façonnent. L'objectif est double, d'une part produire une compréhension critique des mécanismes d'oppression systémique et d'autre part contribuer par une articulation entre recherche théorique et engagement pratique à leur démantèlement. La phénoménologie critique de l'interaction se déroule selon un processus spécifique, depuis le travail de terrain ethnographique décolonial, où il s'agit donc de mobiliser des méthodologies d'enquête horizontales, participatives, éthiques et longitudinales, suivi d'une réduction phénoménologique, pratiquant l'époché et la réduction éidétique afin de suspendre tout jugement préconçu et de dégager les essences des phénomènes observés, dans un rapport émique et éthique, donc d'aller-retour, avec une analyse multimodale des interactions sociales, qui consiste donc à analyser les comportements interactionnels, verbaux, incarnés et médiatisés par des artefacts, ainsi que les processus de co-construction du sens, pour arriver ensuite à un transempirisme critique, où il s'agira alors de réévaluer et approfondir les observations à travers une compréhension critique qui recontextualise l'interprétation au sein de la matrice sociopolitique coloniale qui encadre toutes nos interactions sociales. Ma recherche actuelle consiste à étudier l'expérience vécue de personnes migrantes racisées hautement qualifiées en Europe du Nord et plus spécifiquement en Finlande. J'étudie leurs interactions sociales quotidiennes et leurs pratiques numériques, à la fois en face à face et en appel vidéo avec leurs proches à l'étranger. Jusqu'ici, mon corpus de données audiovisuelles a impliqué une 50aine de participants et participantes d'une 15aine de pays différents et constitue un corpus de données vidéo d'une 50aine d'heures, incluant des interactions sociales et des entretiens semi-directifs. J'utilise sur mon terrain ethnographique des caméras motorisées contrôlées à distance, placées dans le domicile des participants et participantes, avec bien entendu leur consentement éclairé. Ce type de caméra permet une vue mobile et multiple synchronisée, ainsi que le zoom in et out. Je vous donne ici un très court extrait d'une interaction sociale filmée avec ce dispositif. The reason why it was so high at the beginning of this week because they had like a small solar storm from the sun, something like that. Anyway, there was like a small eruption. Yeah. That's why it was higher. But I think, yeah, from what you can look, if you look at the app right now, almost the whole month of March has like higher than usual. At least half of the month, I'd say, has higher than usual levels. In that. Yeah. If you go scroll down a bit. Oh, yeah. Oh wow. Yeah, exactly. Woohoo! Yeah. Which app you are using? Aurora. Aurora. Pour conclure, il s'agit en bref ici tout simplement d'une histoire de transmission, d'une filiation méthodologique d'abord, de l'éthologie compréhensive de Jacques Cosnier à l'éthologie visuelle réflexive développée par Christine Develotte et le groupe IMPEC, jusqu'à la phénoménologie critique de l'interaction que je construis aujourd'hui. Il s'agit ensuite d'une continuité dans l'esprit, la transmission d'un esprit de recherche sincère, curieux, honnête, créatif
et résolument tournée vers la compréhension fine des dynamiques relationnelles humaines dans toute leur complexité. Et enfin, cela implique une transformation permanente, une adaptation constante des postures épistémologiques, des outils technologiques et des méthodes d'analyse afin de mieux capter et interpréter la complexité des interactions sociales dans un monde instable. Donc ce titre, l'interactionnisme chez Jacques Cosnier, en quoi ces pratiques intégratives ont fait avancer l'étude des émotions. En fait, il faut le voir comme un indicateur de sa vision sur comment faire la recherche. Voilà. Jacques voulait intégrer, comme on a dit, des concepts et des méthodes analytiques à partir de disciplines différentes. Donc avec Claire Polo, nous allons montrer comment sa créativité conceptuelle et son nomadisme scientifique se retrouvent aujourd'hui dans l'étude des émotions. Alors, voilà le rêve de Jacques tel qu'il m'avait exprimé. C'est le début de notre plan. Après, on parlerait de l'intérêt de l'intégration selon la littérature, le nomadisme scientifique, et Jacques. Chaque fois, c'est « et Jacques ». L'épigénèse interactionnelle, la perspective interactionniste du développement d'enfants, l'approche interactionniste de l'émotion. Non, si, sur le côté. L'analyse linguistique de l'imbrication du social cognitif et l'affectif dans le dialogue de l'interaction. Claire aura la parole. Et après, ça sera on passera à autre chose, les données liées aux émotions. Voilà, peut-être ça va. Et après, voilà, on terminera par continuons le rêve. Ouais. Ok, moi je parlerai. Ouais, bon. Alors, donc Jacques rêvait en fait. Donc, quand je dis ça, je pense à nos conversations que nous avons eues. Il rêvait de pouvoir profiter des conceptualisations multiples de différents angles de compréhension de données différents pour trianguler les résultats. Donc, il savait bien que si on tentait d'intégrer au sein de sa recherche, enfin, ces différentes théories, etc., on pouvait trouver des obstacles épistémologiques, mais chaque fois, il le prenait à bras de corps. Et cela dit, un choc épistémologique peut en cacher un autre, donc ça c'est un peu en dessous des vagues, plus compliqué parfois à résoudre quand on touche aux croyances, principes, valeurs, etc. Et à son époque, les outils dont il rêvait manquaient à Jacques pour réaliser son rêve, et peut-être aussi un peu cette culture de recherche que nous avons maintenant, culture collaborative entre cadres et méthodes différents, de plus en plus développé et même exigé par les financeurs maintenant couramment. Donc voilà, on a un peu toutes les mesures là dont ils voulaient pouvoir en fait avoir ensemble dans l'étude des interactions, et pour nous on parlera plus précisément des émotions. Donc d'abord, quel est l'intérêt de l'intégration en tant que telle? C'est que ça donne lieu à de l'innovation, voilà, à plus de créativité, une compréhension un peu étendue du phénomène avec différents angles de vue, et ça donne un impact plus élevé. Là, je vous encourage d'aller voir en ligne. Ce sont des collègues en intertransdisciplinarité. Ils ont fait tout un tas de comiques là comme ça. Donc, don't stay inside your silo. Pour pouvoir échanger avec les autres. Alors, le nomadisme scientifique. Donc, l'idée de ça, de ce nomadisme, c'est de déplacer l'attention sur les concepts eux-mêmes vers la mobilité d'un concept et ses effets. Donc, nous voyons ce phénomène dans l'article de Jacques de 81. Où il passait en revue, en fait, ces concepts, on les voit, les dialogues intersubjectifs,
intersubjectivité primaire, miroir biologique, etc., pour arriver à l'épigénèse interactionnelle, tout en discutant donc des disciplines et des cadres d'où viennent ces termes précurseurs. Donc les pratiques nomadiques envisagent la production des connaissances lors de la conception comme située, incarnée et partielle. Donc c'est Jacques, il était entièrement d'accord avec ça, et Claire et moi aussi. Donc ce concept justement d'épigénèse interactionnelle que décrit Jacques donne la couleur pour étudier les émotions. Il y a je vais pas tout lire, mais il y a une relation entre les compétences affectives infantiles et maternelles à s'attacher et à créer un lien privilégié et le développement et le comportement social de la mère, à la fois de la mère et de l'enfant. Du coup, on connecte en fait la biologie, le social et la culture. Et dans cette perspective interactionniste, donc de Jacques, il propose que toute modélisation et du développement de l'enfant se doit d'adopter des méthodes éthologiques d'observation naturaliste. Il faut également s'inspirer du renouveau des théories biologiques contemporaines à partir de la biologie cellulaire et de l'écologie générale. Donc, c'est quand même quelque chose de assez rare. C'est un renouveau qui permet de comprendre l'évolution et la régulation en termes écosystémiques. Donc ça, je pense, c'est clair. Maintenant. Ok. Et du coup, moi, C'est bon. Ça va ? C'est revenu. Alors, moi, j'ai pas la même expertise que Chris dans le fait de prendre comme objet d'étude la recherche interdisciplinaire pour réfléchir. Mais j'ai eu envie de faire un petit parallèle entre un travail que j'ai fait avec une collègue qui s'appelle Sandra Lagrange-Lanaspre, qui était vraiment pour le coup une étude d'un dialogue, donc une analyse interactionnelle multimodale avec la complémentarité geste-parole sur le raisonnement collectif, voilà, dans une discussion à visée philosophique où les enfants essayaient de comprendre le concept de pensée. Et donc là, on voyait que il raisonnait à partir de métaphores en fait. Penser, c'est comme ceci ou cela, et que les métaphores évoluaient au fur et à mesure vers de nouvelles métaphores qui arrivaient plutôt vers la fin de la discussion et qui avaient la particularité d'être plus complexes et de regrouper des traits qui habituellement, pour avoir toutes ces traits, toutes ces caractéristiques du concept visé, donc là la pensée, il fallait utiliser plusieurs images. Dire penser c'est un peu comme ça pour cet aspect-là, puis un peu comme ci pour... Et là en fait arrive une nouvelle, donc dans le cheminement, le travail de conceptualisation, on arrive à une image un peu plus complexe qui permet par une seule image d'approximer un peu mieux le concept parce que on peut regrouper différents traits de définition. Et je me suis dit, bah, c'est un peu un pari, hein, mais je pense que je suis pas la seule à voir les choses comme ça. Il y a aussi des études des sciences qui réfléchissent un peu de cette façon-là. En tout cas, si on fait le pari qu'il n'y a pas forcément de différence de nature, peut-être de rigueur, de profondeur, de temporalité, etc., avec le travail du scientifique qui essaye du coup d'intégrer différentes perspectives pour mieux comprendre quelque chose, eh bien comment on peut appliquer ça au travail de Jacques Cosnier sur les émotions. Donc voilà, j'ai essayé de faire un petit peu ça à partir de quelques lectures, donc je vais pas tout reprendre ici, mais j'ai pris là les briques que vous voyez en bleu, ce sont un petit peu des lieux qu'il aurait visités, voilà, ou en tout cas dont il fait la recension du point de vue lors de son voyage, puisqu'on peut dire que c'est un voyage, le nomadisme. Et donc à chaque fois, apparaît en gras une certaine définition de ce point de vue-là. Qu'est-ce que c'est l'émotion ? Qu'est-ce que ce sont les émotions ? Et comment il a pris en fait des éléments un peu partout pour enrichir, pour proposer une nouvelle vision, en tout cas une vision du coup qui a la particularité d'être l'approche interactionniste de l'émotion, qui apparaît là en violet.
Et donc, si on parle dans ce cas-là de psychologie interactionniste, je dirais que là, l'émotion est plutôt perçue comme un affect corporel communiqué ou partagé. Donc avec un peu ces deux dimensions, hein, ça a été rappelé aussi déjà ce matin, à la fois l'aspect plutôt émotif ou l'aspect communicationnel, ce qui relève plutôt de l'échoïsation, du partage affectif. Mais ce que je trouvais intéressant avec tous ces traits, alors qui fait qu'on voit pas forcément tout très bien, mais c'est qu'il y a vraiment différentes dimensions qui apparaissent. On voit la trace depuis l'éthologie de l'aspect vraiment corporel, de l'importance du corps, une attention au corps, avec cet affect qui est vraiment inscrit dans le corps. On voit par exemple la notion des règles implicites qui seraient... Ah oui, alors j'ai oublié de dire... Pardon. Pour la dernière, donc en milieu en gras, vous avez un peu la définition qu'est-ce que serait l'émotion dans cette communauté-là. Et puis en dessous, j'ai essayé de poser un petit peu du coup quelles questions de recherche un peu typiques, avec point d'interrogation. Alors évidemment c'est très court et c'est très réduit, mais c'est un essai d'essayer de prendre l'essentiel. Mais par exemple l'importance aux règles implicites, qu'est-ce que ça permet pour comprendre les phénomènes inférentiels qui sont importants dans l'étude des émotions dans une perspective interactionniste. Donc ce genre de choses avec, par exemple, les apports aussi de la microsociologie, comment ça vient aussi questionner, si on s'intéresse à la contagion émotionnelle, est-ce qu'on est plutôt dans une contagion symétrique ou complémentaire, comment est-ce que différentes inspirations ont pu alimenter ce travail. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Là, vous avez la vision sur les traits au milieu. On pourra en discuter après si vous le souhaitez. Pourquoi, du coup, on est là aujourd'hui? C'est aussi parce que, finalement, nous on se situe dans une certaine filiation avec l'intérêt d'appréhender ce qui se passe dans l'interaction en prenant en compte conjointement ce qui relève du social, du cognitif et de l'affectif. Et même si là, alors ça fait vraiment plaisir tout au long de la journée, plein de fois il y avait cognitif et affectif ou émotionnel qui étaient vraiment reliés et ça paraît évident dans cette communauté et dans cet héritage. Dans les recherches en éducation, c'est pas toujours le cas. Nous, on trouve qu'il y a plutôt un espèce de fossé à cet endroit-là et qu'on parle plutôt du socio-cognitif ou du socio-affectif, mais pas beaucoup du lien entre cognitif et affectif. Et donc, on essaie de prendre ça un peu plus en compte dans notre travail et ça nous a amené à pointer des implications méthodologiques là-dessus, donc notamment la nécessité de prendre en compte le métadiscours, l'implicite, j'en ai parlé un petit peu avec la question des inférences, la polyfonctionnalité de la communication humaine et le contexte pour interpréter les choses. Donc je vais vous donner un très bref cas illustratif. Donc là, on est dans une discussion à visée philosophique à la fin, et l'animateur dit « J'ai l'impression d'avoir la tête dans une voie lactée en ce moment, avec plein de planètes. » Donc, a priori, on pourrait dire que là, on est seulement sur de l'affectif. Voilà, comment je me sens, puis c'est un peu bizarre. Mais en fait, il y a une dimension sociale, parce que ça renvoie à l'histoire conversationnelle. Donc là, on est sur le micro-contexte, si vous voulez. Ça renvoie à ce qu'a dit un élève, plutôt, Eliot, qui a dit « Moi, c'est penser, je compare ma pensée avec une voie lactée. » Et donc, l'animateur, il y a une voie lactée. Oui, parce que une voie lactée, c'est immense. Une voie lactée, c'est plein de petites planètes, et petites planètes, ce sont des pensées. Alors là, j'ai lu rapidement, vous n'avez pas la vidéo, des questions notamment de droit, mais en fait, c'est un élève qui bégait, qui prend pas souvent la parole. Quand l'animateur fait cette déclaration à la fin, on est vraiment au moment de finir la séance, il regarde, il a toute sa tête, son buste qui est orienté vers l'élève. C'est aussi une façon de le reconnaître auteur de cette idée et de l'inclure, malgré le fait que c'est peut-être pas l'expression verbale ce qui est le plus facile pour lui. Et aussi au niveau cognitif, ça souligne le côté disruptif de la métaphore. La pensée, c'est une voie lactée, c'est quand même assez particulier. Et le fait qu'ils disent, moi, je me sens, j'ai l'impression d'avoir la tête dans une voie lactée,
et qu'il exprime une forme de perplexité, ça peut aussi être compris comme un modèle à suivre d'étonnement philosophique de tiens, j'ai pas encore complètement saisi qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire, mais ça me laisse à penser, ça me donne à penser. Et ça, c'est un modèle aussi pour les autres enfants. Alors, on dit now for something completely different. On change de cadre et de méthode, mais pas trop la thématique. Donc là, je voulais présenter très brièvement les travaux d'une collègue, Michelle Louis, qui mobilise des données physiologiques, justement, dont me parlait toujours Jacques, liées aux émotions en lien avec le raisonnement. Donc là, je lis encore le titre d'un de ces articles-là, Detecting the States of Our Minds, Developments in Physiological and Cognitive Measures. Donc juste très vite, parce que voilà, on retrouve des schémas comme ça. C'est une trace d'un travail des étudiants au sein d'une réalité virtuelle où il s'agit en fait de travailler sur un modèle d'ADN et de répondre aux questions sur ce modèle. Donc les éléments de ce modèle se retrouvent à gauche, les ribosomes, le galactose, etc. Et à droite, c'est le déroulement de l'interaction qui est annoté par les chercheurs. Donc raisonnement sur ceci, questionnement sur cela. Et ces chercheurs parlent de l'interaction, mais c'est des interactions avec des objets, quoi, dans le monde de réalité virtuelle. Et donc voilà, souvent on pense, enfin nous, en termes d'action, rétroaction, et pas d'interaction. C'est peut-être toujours à discuter dans la communauté. Je sais pas, mais après, ces chercheurs ont fait des modèles d'interaction de ces étudiants et ont comparé après ces modèles avec leur profil, de qu'est-ce qu'ils savaient avant sur l'ADN, des scores élevés dans la classe, etc. Mais ce n'est pas tout, parce qu'après, on a ajouté justement des données psychophysiologiques fournies par des capteurs. Et donc, ils ont cartographié le stress, la baisse de la température, augmentation de la conductance cutanée, etc. Donc, tout au long de chaque session. Et après, ils ont codé comment, en fait, tout ça corrélait avec comment ça s'est passé, en fait, le raisonnement dans cette séance. Et on peut donc après les questions de recherche étaient autres, hein, voilà. Il y avait ces modèles d'interaction qu'on pouvait donc corréler encore avec des caractéristiques des étudiants. Alors tout ça en fait pour dire qu'on voit à travers ces exemples de travaux de Michel Louis juste là, de Claire et Sandra et Claire et moi sur les émotions au sein des interactions, telles qu'on peut le définir, la variété de ces présupposés épistémologiques. Et du coup, les méthodes analytiques ainsi que les positions de qu'est-ce que c'est en fait la validité des résultats. Et je pense on peut poser un certain nombre de questions du est-ce que la créativité empêche la publication? Donc, je pense un peu à l'intervention de Claire ce matin. Et quand une certaine communauté s'empare d'une thématique, notamment, on va dire la régulation des émotions, parfois c'est compliqué de faire accepter d'une autre façon de faire. Alors, on pourra peut-être terminer avec la question comment mobiliser le nomadisme scientifique à bon escient. Voilà, merci. Donc, je vais vous parler d'un petit morceau, si on peut dire, du champ conceptuel de Jacques Cosnier. Un petit morceau, mais il ne faut pas s'y tromper, c'est un petit morceau qui dit un peu tout. C'est le concept de corps analyseur, donc vous l'avez vu. Alors, le plan, il est très, très peu informatif. Je dirais 2 ou 3 mots de Jacques Cosnier, parce que, comme il se doit, je dirais, mais presque tout a été dit, donc je vais aller assez vite là-dessus. Je parlerai bien sûr du corps et du corps analyseur. Et je parlerai de quel retour de psyché, au pluriel éventuellement, s'agit-il, en référence à son retour de psyché
son bouquin de 1998. Donc pour Jacques Cosnier, bon, tout a été dit, je ne vais pas vous infliger encore un résumé de la richesse, de la diversité, de la rigueur scientifique et de l'humour de Jacques Cosnier. Alors, j'ai quand même trouvé une phrase qui le résume, qui n'a pas encore été dite. C'est une phrase quand il fait référence à Freud, il dit, pour des raisons à la fois théoriques, mais aussi probablement d'inclination personnelle, il a privilégié délibérément l'aspect réminiscence des représentations au détriment de reviviscence des affects. Et j'ai trouvé que ça définissait aussi Jacques Cosnier lui-même. Il est beaucoup plus du côté de la reviviscence, c'est-à-dire de la vie elle-même, que l'éthologie a pour mission, bien sûr, à la fois observer et décrire de manière fine, que la réminiscence des représentations, c'est-à-dire le monde qui est intrapsychique. Voilà, Jacques Cosnier, il est dans plutôt l'interpsychique, ou en tout cas, il est dans la réalisation, dans les actes effectifs de la vie quotidienne. Alors, à l'origine, puisqu'on va parler de corps, il y a le nouveau-né. Et le nouveau-né, on l'apprend bien sûr à travers Jacques et à travers bien sûr les auteurs qu'il a lui-même rassemblés, comme ça a été dit. On apprend que le nouveau-né, lui, est déjà plein de compétences et que c'est déjà le démarrage de tout ce qui va suivre. Et ces compétences sont ancrées non seulement dans la biologie, mais dans la chimie, dans l'ADN, dans une molécule extraordinaire qui est la chaîne d'ADN. Donc voilà, à l'origine, il y a un nouveau-né, je dirais, de type plutôt hyper compétent. C'est pas exagéré de dire que le nouveau-né a des tas de capacités, c'est assez impressionnant quand on regarde ça de près, mais je ne vais pas m'y attarder, bien sûr. Donc, bon, ça aussi, j'y passe dessus parce que je me suis bien fait remarquer qu'il ne faudra pas que je dépasse mon quart d'heure. Et là, comme je ne me rappelle plus le nombre de diapos, c'est un de mes handicaps. Je n'arriverai certainement pas jusqu'au bout, mais peu importe. Alors, je cite aussi, au passage, ça a été bien cité, etc., le riche ouvrage d'interaction via les écrans et le travail de recherche coordonné par Christine Nevelotte. On trouve du corps un petit peu à tous les étages. C'est vraiment la fabrique des interactions parmi les écrans. Le corps, bien qu'il y ait des écrans, parle, danse, rit, raisonne, etc., interagit. Et donc voilà, un petit clin d'œil. Et puis, nous en arrivons bien sûr à ce fameux analyseur corporel par une définition que j'ai prise à la fin du livre Psychologie des émotions et des sentiments. Alors, vous voyez, les pages sont toujours indiquées comme ça. Moi, ça me permet d'y retrouver. Et vous aurez accès à ces transparences s'il vous intéresse. Donc, Jacques explique ça de cette manière. L'analyseur corporel désigne le corps comme instrument de connaissance des affects d'autrui. Donc c'est un instrument, quelque chose qui va permettre, comme une loupe, de connaître autrui par ses affects. Et plusieurs arguments, bien sûr, sont derrière tout ça. Et ça se fait grâce à un processus de décodage cognitif, mais ça s'accompagne presque toujours d'une appropriation corporelle empathique. C'est-à-dire que le moteur de tout ça, c'est l'empathie. Et c'est pas un résumé, c'est vraiment écrit par Jacques. Les paroles comme les activités physiques d'autrui sont l'objet d'une décoïsation introjective, plus ou moins explicite. Alors tout est dans la nuance, mais c'est quand même des paroles fortes. C'est de l'introjection faite par mécanismes neurocognitifs à base résumé par le mot échoïsation. Il y a des neurones miroirs, il y a de la résonance, etc. Le cerveau est quelque chose d'extrêmement complexe. Et le résultat est une échoïsation. Donc le corps du récepteur entre en résonance avec le corps de l'émetteur, et ce phénomène, analyseur corporel, permet au mécanisme de feedback, par un mécanisme de feedback, d'attribuer à autrui des états mentaux. Autrement dit, l'interacteur
l'interactant et l'interacté sont dans une sorte comment dire, sont bien sûr en interaction, sont bien sûr dans une interaction où, à tour de rôle, chacun, par son analyseur corporel, comment dire, échoïse et comprend, et c'est le mot compréhension, on va le voir, est même est bien employé, comprend l'autre par l'image qu'il intègre, par ses neurones miroirs et tout son dispositif, par l'image qu'il intègre de l'autre. Autrement dit, il suffit de regarder à l'intérieur de soi l'autre. C'est un petit peu, sans trop exagérer, le mécanisme. Donc l'analyseur corporel, c'est tout naturel, évidemment. Tout se passe comme si, dit Jacques Cosnier, on utilisait son propre corps en miroir du corps du partenaire, cette inimitation, identification ou échoïsation. Et il préfère de loin le mot échoïsation, servant de ressource à des représentations et affects tenus pour analogues à ceux du partenaire. Alors, c'est un miroir introjectif. Ça veut dire... Alors, je suis allé voir un petit peu, bien que je connaissais un petit peu l'introjection, mais là, en psychanalyse, l'introjection, c'est le processus inconscient par lequel l'image, le modèle d'une personne est incorporé. Il s'agit bien, effectivement, d'une incorporation complète, d'une fabrication de quelque chose qui est une image incorporée. Alors voilà. Je passe là-dessus, c'était plutôt une petite parenthèse. L'analyseur corporel, on l'apprend aussi, est un sixième sens, la compréhension. L'analyseur corporel, c'est véritablement de la compréhension. Et un livre a été co-signé par Jacques Cosnier, par l'une de ses doctorantes qui ensuite est entrée qui est devenue professionnelle, Marie-Louise Brunel, et ils ont écrit à eux deux l'empathie, un sixième sens. Vous voyez combien c'est fort, cette compréhension. On comprend l'autre par de l'empathie. Voilà. Alors, pour détailler un tout petit peu et rapidement, l'ontogenèse du corps analyseur, ça passe par des étapes chronologiques qui sont bien décrites. J'ai oublié, j'ai pas retrouvé les pages, peu importe. Il y a la phase archaïque qui consiste à être le même. C'est un mimétisme affectif, une phase primaire qui est faire pareil, c'est de l'empathie d'affect et de l'empathie d'action. Et la phase secondaire, qui est la dernière phase envisagée par Jacques Cosnier, qui est le comme si, c'est l'empathie d'affect, d'action et de pensée. Donc ça va jusqu'à l'extrême des capacités humaines, si on peut dire, si on considère que la pensée, la conscience, c'est un petit peu le sommet des... Enfin, disons, ça englobe la quintessence des capacités humaines. On peut bien sûr le discuter. Alors, j'ai mis en action une des choses que Jacques Cosnier lui-même a proposées, c'est à savoir que ces concepts, ou ce qu'il énonce, ou ce qu'il produit par sa pensée, par ses interactions aussi avec ses étudiants, on peut les prolonger. Il est permis, il est autorisé, il est encouragé d'aller bien au-delà, merci, d'aller éventuellement bien au-delà de ce qu'il a lui-même proposé. Et quand je lis Jacques Cosnier, je suis un petit nouveau, hein, bien que je sois peut-être le plus âgé de la salle, je suis un petit nouveau. J'ai découvert Jacques Cosnier grâce à Christine de Vlotte à partir de 2019. Et depuis, j'ai lu. Et quand j'ai lu, étant donné que j'avais déjà vécu pas mal de décennies et rencontré beaucoup de choses dans ma vie, quand je lisais Jacques Cosnier, je voyais une extraordinaire capacité, je dirais, d'historien. On a appelé ça du nomadisme culturel. Pour moi, c'est un fabuleux historien. Et rien de ce qu'il produit, ou tout au moins, il s'appuie d'abord sur d'autres. J'ai plus que 5 minutes. Bon, c'est autant dire que vous aurez le quart de ce que j'avais à dire. Il s'appuie sur d'autres pour produire lui-même quelque chose, mais en reconnaissant tous les apports des précédents. Et
La compréhension telle qu'il l'exprime avec l'empathie, etc., avec les 3 niveaux, le niveau secondaire de l'empathie, je lui ai trouvé une limite. Cette limite, c'est le fait que l'empathie ne devrait pas ou n'a pas seulement pour fonction de comprendre l'autre. Et ça, on le voit directement en psychanalyse. Je suis prêt à en rester là, d'ailleurs, si j'ai plus que 2 ou 3 minutes, parce que c'est peut-être un des points essentiels. Pourquoi l'empathie consisterait à comprendre et ça serait la fin, ou pas la fin, ou le début de tout le reste? En psychanalyse, il y a une autre façon de considérer les choses. La psychanalyse, c'est bien un interactionnisme entre un analysant et un analyste, mais l'analyste n'a pas à chercher prioritairement à comprendre l'analysant. Son but, c'est de réintégrer l'analysant dans l'habitat commun qu'est le langage. L'analysant, lui, il ne cherche pas à se faire comprendre, peut-être qu'il le cherche, peu importe, ça fait partie du transfert. Mais le but de l'analysant, c'est de s'habiter soi-même par le langage et arriver à construire lui-même sa compréhension. C'est pas que l'analyste le comprenne, c'est que lui comprenne quelque chose. Et l'analyste, lui, est invité. Alors j'ai cité Lacan, bien sûr, c'est pas. Au moins, si c'est Lacan, c'est pas n'importe qui, c'est pas seulement Rial qui le dit. L'analyste est ainsi invité à ne pas chercher tant que ça à comprendre. En tout cas, c'est pas important. S'il comprend, ben, tant mieux. Mais enfin, comprendre un être humain, ça peut être très difficile, surtout quand il s'agit de névroses très complexes. Voilà. Donc, je voulais ajouter ça. Je sais pas si j'ai 30 secondes encore. Mes transparents qui sont à votre disposition pour ceux qui s'intéressent continuent sur l'analyseur corporel. Et puis, c'est un système extrêmement rapide, il faut se souvenir de ça. L'analyseur corporel, il analyse, le mot analyseur n'est pas bon. Pour l'analyseur corporel, l'analyse est faite par un système biologique, un système neurobiologique, et qui va très 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 vite. Et Jacques insiste pas beaucoup là-dessus, mais il le dit clairement quand même. Il le dit, ça se fait dans l'interaction. Si on parle très vite, l'analyseur, il analyse à tout moment, et pas à la microseconde, mais à un tiers de seconde. Et donc, quelque chose se produit qui est un automatisme, mais un automatisme qui vient de l'éducation. On n'est pas analyseur sans avoir une certaine richesse personnelle. Vous comprenez que on ne va pas comprendre quelqu'un dans le coup de l'action d'une discussion si soi-même on n'a pas fait une certaine évolution, si on n'a pas une habitude de comprendre un petit peu les choses. Et donc pour que tout se passe très très vite, il faut qu'il y ait une belle éducation antérieurement, et c'est un des points sur lesquels il faut un petit peu insister. C'est extrêmement rapide. Et c'est un concept clé vers, évidemment, ça a été dit, vers la neurobiologie, la philosophie de l'esprit. Jacques l'exprime également très très bien. Et pourquoi ça donne des clés pour aujourd'hui, selon mon point de vue, c'est que le fameux retour de psyché, 1 minute, je tiens en 1 minute, merci. Le retour de psyché, il est très très loin d'être effectif. Ça aussi, ça a été mis dans les 2 discours précédents. En fait, le retour de psyché, il se fait tout le temps un petit peu. Et on peut s'applaudir, on est bien plus avancé qu'à l'époque du behaviorisme. Mais il se fait aussi dans des grandes directions. Je terminerai là-dessus. Où je termine plutôt sur ces monstres. La sagesse de Jacques Cosnier a résidé, pour moi, essentiellement dans la dernière phrase que je vous invite à lire de son retour de psyché, où il se dit « Psyché qui aujourd'hui est de retour et frappe à la porte, puisqu'il s'agit d'un retour, elle arrive, elle frappe à la porte, et sans doute doit-elle se demander qui est derrière la porte. » Autrement dit, nous, dans la vie courante, et la science et la politique,
qui accueille Psyché? Qui sommes-nous? Donc elle se dit, qui est derrière la porte? Cupidon ou les monstres? Et ça a été bien dit par Ibn el-Qaïd. On est dans un monde qui est extrêmement perturbé, on peut le dire de diverses manières, qui est en proie à de grandes dissensions, de grandes déroutes, on peut le dire. Et donc voilà, Jacques Cosnier n'a pas tout dit, mais il a dit comme ça par des métaphores. Il y a des monstres. Et la suite de mon discours allait parler de à la fois ces monstres et ces belles arrivées. Mes 20 ou 30 prochains diapos. Je vous remercie. Donc on passe à la dernière présentation de Morgane, qui s'est déjà présentée. Donc voilà, je te passe la parole. Merci Chris. Moi, je suis contente en fait d'arriver en 4e position de cette session parce que je trouve que ma présentation, elle fait un peu le lien entre les trois présentations précédentes. Et donc, dans cette présentation-là, je vais vous parler de l'empathie, une notion que beaucoup d'entre vous ont mentionné. Et le but, ça va être de définir cette notion ensemble et de l'appliquer à un contexte d'apprentissage contemporain, de réalité virtuelle. Et de discuter un peu comment est-ce que l'empathie définie par Jacques Cosnier s'applique ou pas à ce contexte complètement différent pour en tirer de nouvelles perspectives, de nouveaux travaux et peut-être de nouvelles questions. Voilà, et donc je vais m'appuyer sur mon projet de postdoc qui s'est terminé fin 2025, et donc je vais vous parler un peu d'un contexte norvégien. Donc, dans son ouvrage, L'empathie, un 6e sens, Brunel et Cosnier décrivent l'empathie comme un concept nomade et retracent de façon assez impressionnante les origines de ce concept à travers divers champs scientifiques, en sociologie, en psychanalyse, en philosophie, en sciences du langage, en neurosciences cognitives, et même, il travaille l'empathie et ses relations avec les animaux dans le règne animal. Donc, moi, mon objectif, c'est pas du tout d'aller dans tout, faire un résumé exhaustif de toutes ces définitions, j'en serais pas capable, mais je vais essayer de vous résumer synthétiquement ce que j'ai compris. Donc, l'empathie, c'est un processus et c'est pas un état figé. Et c'est un processus qui se construit au fil des échanges avec autrui. Elle peut émerger, se renforcer, s'interrompre selon la qualité de la relation et les signaux, comme Vincent a parlé, les signaux perçus. Elle est donc intersubjective et située dans un contexte bien précis. Elle ne peut pas être réduite à une simple intuition individuelle, l'empathie. Et donc, Brunel et Cosnier attribuent 3 dimensions à l'empathie. La première, et donc qui vont être importantes pour cette présentation, donc je vous demande de bien retenir, attention, une dimension cognitive et active. Donc cette dimension-là, elle mobilise les capacités de prise de perspective. C'est-à-dire, je vais regarder Mabrouka et je vais essayer de l'observer et de voir que voilà, là, elle se touche, elle fait des gestes, elle est un peu stressée peut-être par ce qui se passe. Donc c'est ma façon d'interpréter activement le comportement de Mabrouka. Il y a aussi une dimension affective, dans le sens où là, l'empathie est incarnée, elle est fondée sur l'écho émotionnel et la résonance corporelle. C'est-à-dire que là, si je vois quelqu'un pleurer, immédiatement, j'ai les larmes aux yeux. Je ne sais pas si ça vous arrive, mais en tout cas, moi, très souvent, ça m'arrive, même que ça soit à la télé, j'ai les larmes aux yeux quand je vois quelqu'un pleurer. Et il y a enfin une dernière dimension, alors elle ne sera pas abordée dans cette présentation, mais je tiens quand même à la citer, c'est la dimension motrice, et donc elle est mixte, donc elle est à la fois passive et active, et cette dimension, elle met l'accent sur la synchronisation gestuelle et corporelle, c'est-à-dire que si un bébé fait un sourire à un adulte, l'adulte va sourire en retour.
Donc, comme vous l'aurez compris, l'empathie serait donc, comme Jacques l'a dit, un sixième sens, une sorte de super pouvoir qui nous permet de capter un type particulier d'information, mais qui n'est pas verbal. Donc, c'est vraiment du décodage, comme parlait Vincent. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est l'empathie ici en salle de classe. Donc en salle de classe, l'enseignement de l'empathie s'avère particulièrement intéressant. Pourquoi? Parce que les recherches ont montré que l'empathie favorise l'inclusion, la réduction de l'agressivité, l'amélioration du climat scolaire. On est vraiment sur un climat favorable pour l'apprentissage. Donc, à ma connaissance, Jacques Cosnier ne traite pas directement de l'empathie dans ses travaux. Enfin, si, il traite de l'empathie, hein, mais il ne traite pas de l'empathie en contexte éducatif. Toutefois, plusieurs éléments présents dans ses ouvrages permettent de déduire des liens pertinents pour le domaine éducatif. Par exemple, la fonction sociale. Alors là, il y avait une petite animation. Ouais. La fonction sociale de l'empathie. Donc, c'est la compétence relationnelle qui est fondamentale dans la vie sociale. Donc, c'est-à-dire la compréhension d'autrui, de son point de vue, de son état affectif. Donc, si on traduit ça dans un contexte éducatif, qu'est-ce que ça veut dire? C'est le développement de la réflexivité, donc se voir à travers le regard de l'autre. Typiquement, donc, ce qui renforcerait l'estime de soi et la capacité à réguler ses émotions. Donc vous allez me dire, ok, mais comment enseigner l'empathie en salle de classe? Et donc, une des possibilités, en tout cas, c'est des mises en situation de prise de perspective. C'est-à-dire que si je vous demande, bon, maintenant, on va imaginer se mettre dans la peau de personnes sans abri. Et donc là, vous allez vraiment vous imaginer dans ces conditions-là que je vous demande, dans des circonstances spécifiques. Et donc, la littérature montre que ce type de tâche, donc de prise de perspective, peut accroître l'empathie ressentie envers une cible sociale donnée. Et donc, tout ça permet d'expérimenter la relation à soi et à autrui et de déconstruire les stéréotypes négatifs. Alors, là, on passe à mon projet de postdoc. Donc, la recherche a récemment mis en avant le potentiel de la réalité virtuelle pour expérimenter l'empathie et donc pour adopter d'autres perspectives que soi et de développer une compréhension plus approfondie des situations sociales et historiques. Et en 2015, donc, la réalité virtuelle a été décrite comme, je cite, la machine à empathie ultime. Donc, puisque vous êtes en salle de classe, dans votre bureau, chez vous, elle vous permet de faire une expérience viscérale de n'importe quelle situation du point de vue d'une autre personne, en restant donc depuis chez vous. Donc, c'est quand même super intéressant, quoi. Donc, comment est-ce possible? Donc concrètement, très rapidement je vais essayer de définir les environnements virtuels immersifs, les EVI. Donc ce sont des environnements 3D générés par ordinateur, donc qui vous vraiment bloquent la perception, la vue, etc. Et donc vous êtes complètement dans un monde virtuel qui vous donne la sensation d'être à l'intérieur donc d'un autre environnement qui ne ressemble normalement pas à la réalité. Donc, il y a plusieurs critères, donc j'en ai choisi juste 2 pour cette présentation-là, mais pour un peu juger d'un environnement immersif. Donc, il y a d'un côté l'interactivité, donc les individus peuvent interagir avec leur environnement. L'interactivité renvoie à la mesure dans laquelle les utilisateurs peuvent influencer le contenu de l'environnement numérique. Donc, ils peuvent, par exemple, notamment interagir dans le sens appuyer sur quelque chose qui va enclencher une action ou déplacer un objet.
Si on va, donc là on est dans le moins, mais si on pousse l'interactivité, donc il faut voir vraiment ça comme un curseur au maximum, on peut même se déplacer dans le monde, et parfois le monde virtuel et le monde physique ne font qu'un. Par exemple, dans un exemple que je vais vous montrer, il y a des résonances, et il y a aussi un deuxième critère intéressant, donc c'est l'immersion. Et donc l'immersion renvoie à la capacité du dispositif des environnements virtuels à créer et à maintenir cette réalité virtuelle dans laquelle vous êtes. Donc très concrètement, je vais vous illustrer tout ça. Donc ici, c'est un exemple de prise de perspective. Alors il y a un mot médiatisé qui peut paraître un peu barbare ici, c'est donc technologisé, c'est via la technologie. Donc ici, on se trouve à Big Deuil, une plage très sympathique à 20 minutes d'Oslo. Et donc cet environnement-là, il est très interactif dans le sens où la personne qui a le casque de réalité peut se déplacer dans ce monde virtuel, interagir avec la nature, se déplacer dans une maison, etc. Parce que c'était pour un projet d'architecture. Pourtant, alors je ne sais pas si vous pouvez le voir de là où vous êtes, mais il est hautement pixelisé. Donc au niveau de l'immersion, on est plutôt sur le moins quand même. Et donc, ce qui est intéressant du point de vue de la prise de perspective, c'est que on est à la première personne, mais on a quand même un avatar qui, donc, on agit à travers d'un avatar où on peut donc explorer donc à la première personne, mais via un avatar. Et donc là, c'est un deuxième exemple qui, cette fois-ci, on n'a pas de pixels, on est plutôt en bonne qualité, on a du bon son aussi. Donc, on est au niveau de l'immersion, on est hautement immersif. Par contre, l'utilisateur qui porte le casque de réalité virtuelle ne peut pas du tout interagir avec le contenu, avec le monde virtuel dans lequel il est. Donc là, on a un exemple de Traveling While Black, qui est un film documentaire réalisé aux États-Unis en 2018 pour essayer de partager un petit peu, sensibiliser les élèves au racisme et à la ségrégation. Donc ici, là, ce qui est intéressant, donc c'est vraiment intéressant puisque par rapport à l'exemple d'avant, puisque avant on était plus immersion, on était moins interaction plus, interactivité plus. Ici c'est l'inverse, on est immersion plus, interactivité moins. Mais ce qui est intéressant pour la prise de perspective et donc pour l'empathie, c'est la manière dont l'information est transmise. Ici, selon donc la littérature scientifique, on dit que la mise en forme de l'information affecte les réponses empathiques des lecteurs. Et donc, les récits narratifs, comme ici, c'est le cas de cette personne américaine qui raconte comment son fils a été tué par la police américaine. Donc, comment est-ce que ces récits narratifs suscitent davantage de réponses empathiques? Et donc, par rapport à là où on était plus, il n'y avait pas du tout de récit narratif, où l'utilisateur était complètement libre. Donc là, on a vraiment une histoire, une narration. Et donc, on a voulu pousser en fait on a voulu tester en fait cet extrait-là, cette application-là, qui est aussi qui est un film qui a été transformé aussi en réalité virtuelle. Et on l'a utilisé dans le cadre d'un projet d'innovation dans lequel on a été en collaboration avec des enseignants du lycée et des chercheurs. Et le but donc de cette collaboration-là, c'était d'aider les enseignants à designer, à créer des activités pédagogiques immersives à l'aide de technologies, donc soit de la réalité virtuelle, soit de la réalité augmentée, sur le thème interdisciplinaire de la santé et du bien-être. J'ai pas le temps de parler de ça, mais on peut l'aborder dans les questions. Donc très rapidement, là je vous présente le cadre de l'activité et après on va voir comment est-ce que l'empathie s'applique et se traduit dans cette activité-là. Donc au début, nous avons eu un cours, donc les étudiants donc, qui sont au lycée, ils ont entre 16 et 17 ans, ils sont une trentaine environ.
Ils ont assisté à un cours qui a été dispensé par l'enseignant sur The Green Book, donc les mouvements des droits civiques aux États-Unis. Donc, cette première activité a duré 30 minutes. Et à la suite de ça, donc, on a montré donc, le petit documentaire donc, par réalité virtuelle. On a utilisé un casque Oculus et 2 manettes. Donc, les élèves ils ont été dans la bibliothèque de l'école. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez là, les élèves sont assis et complètement immobiles. Donc, ils n'interagissent pas du tout avec la réalité, enfin le monde virtuel. Ils regardent comme ça. Et donc, c'est la dernière étape de cette activité-là. Ça a été le dialogue réflexif qui a suivi donc cette visualisation-là, cette visualisation. Et donc, avec un enseignant qui a souhaité mettre en mots le ressenti des apprenants à l'issue de ce visionnage. Et donc là, ils étaient entre 2 et 5. J'ai oublié de mettre le QR code, pardon. Et voilà, donc c'est sur ça qu'on va se focaliser sur une partie d'un dialogue avec l'enseignant. Donc là, je voulais juste vous montrer un petit peu, alors je ne sais pas si ça marche, mais on va regarder cette scène-là en particulier. Donc ça, c'est le moment que vous avez eu une photo tout à l'heure. Bon, là, je sais pas, mon ordinateur est un petit peu chauffé. Mais en tout cas, c'est le moment crucial où cette mère de famille explique comment son fils est décédé donc, à l'issue parce qu'il était à l'extérieur dans la rue, sans supervision, sans parents, tout seul. Et donc, il a été tué par la police. So no kiss goodbye, no nothing, no pillow, no nothing. Voilà. So they said he was evidence, so I couldn't touch him. And I don't really know how that works. What ultimately happened? Donc, c'est juste pour vous montrer le fait qu'on ne puisse vraiment pas interagir avec le monde virtuel, mais c'est juste on peut se déplacer un peu comme une caméra 360. Donc, là, alors j'ai fait une expérimentation, hein, ça c'est vraiment expérimental. Donc j'ai essayé de voir quelles sont les traces d'empathie cognitive, les traces donc cognitives et affectives. Donc c'est les fameux 3 cercles que je vous ai présentés au tout début de cette présentation. Comment est-ce que elles apparaissent dans ce dialogue réflexif avec donc l'enseignant et ces élèves-là qui ont vu donc l'extrait que je viens de vous montrer. Donc ici c'est en anglais, mais je vais faire de mon mieux pour traduire. Donc on voit en fait en gris, en haut et en bas, la présence du corps qui est mentionné par les élèves. Donc ce nœud dans l'estomac, the knot in your stomach, quand ils ont vu cette femme américaine qui parle, qui donne vraiment tous les détails sanglants de son fils qu'elle voit se faire shooter littéralement devant ses yeux, et comme elle est de couleur noire, elle ne peut pas s'approcher du corps, la police la bloque. Et donc là, à ce moment-là, donc les élèves mettent en mots à travers leur corps, cette sensation est impossible à reproduire. Ici, ils disent ça, ligne 5. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est qu'ils caractérisent leur réponse émotionnelle par ce qu'ils ont vécu. C'est vraiment une expérience, même si c'est un film, en fait, c'est vraiment pour eux une expérience. Et à la fin, ça m'a fait quelque chose, ça fait comme si elle te regardait dans les yeux. Et donc là, ce qui est vraiment très intéressant, c'est que ce contact visuel avec les apprenants, alors qu'ils n'étaient pas du tout en face à face de cette personne qui racontait cette histoire-là. Donc on a ces traces, en tout cas, d'empathie affective avec le corps, mais aussi on a des traces d'empathie avec la dimension cognitive, donc l'importance des faits racontés par de vraies personnes. Donc ici, vous voyez, donc il y a des références, donc les élèves comparent. Oui, j'ai vu le film avant, mais là, j'ai vu la version film avant, mais j'ai eu beaucoup plus de contexte dans cette version-là de la réalité virtuelle. Et donc ça, ce qui est intéressant, cette comparaison entre les dispositifs par rapport donc qu'ils analysent, qu'ils observent. Donc on retrouve encore la dimension active de l'empathie.
Et enfin, c'était peu importe à quel point on est bon en jeu ou en imitation, c'est ce moment-là qui m'a le plus marqué. Donc c'était vraiment un ancrage pour eux lorsqu'ils ont vu cette scène que je vous ai partagée. Donc, en conclusion et en discussion, ce que je peux vous dire, c'est que le nomadisme scientifique, pour moi, donc, par rapport à cette petite étude, ça y apporte une réelle richesse au concept d'empathie, ce qui permet de... Donc, j'ai mentionné rapidement tous les différents champs scientifiques que mentionne Jacques, donc la sociologie, la phénoménologie, etc., dans lequel il l'ancre, et ce qui permet de l'appliquer à une large panoplie de contextes contemporains. Donc, c'est vraiment pour moi le fait de l'avoir défini dans plein de contextes scientifiques là, ça a permis de le transposer facilement. C'est un peu comme de la pâte à modeler. Hein, voilà, donc c'est très facile. Et je trouve que, en tout cas, cette notion d'empathie s'applique plutôt bien aux environnements immersifs, en tout cas ici. Bien sûr, on pourrait davantage l'affiner, l'adapter, donc les dimensions cognitives et affectives. Par exemple, avec la réalité virtuelle, donc c'est le format de l'activité avant le visionnage, donc le cours, et après avec la discussion, avec l'enseignant qui pousse les élèves à mettre en mots leurs expériences. C'est vraiment ça. Donc l'empathie n'émerge pas dans ce contexte-là, dans l'interaction aussi simplement comme ça. Et il faut créer des bonnes conditions, en tout cas, pour la faire émerger. Voilà, et donc, pourquoi pas de futurs travaux, en tout cas, sur la possibilité donc d'appliquer cette notion et ce cadre théorique à de nouveaux dispositifs, notamment la réalité virtuelle avec l'intelligence artificielle qui est maintenant le concept phare. Voilà, donc je vais m'arrêter là avec quelques photos un peu rigolotes. Je vous remercie.